Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Anticiper les risques du transport entre risques et opportunités. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter de faire une revue macroéconomique et de vous faire un panorama de ce secteur qui est en mutation. C'est aussi l'occasion d'évoquer l'expertise COFAS et notre capacité à vous accompagner dans vos prises de décision au travers de nos outils et de nos solutions. On sera accompagné aujourd'hui donc de 2 intervenants, donc Lucas Collet qui est arbitre et analyste crédit Coface et qui est notamment spécialisé, sur le sujet du jour, à savoir le transport, mais aussi l'automobile et l'aéronautique notamment, et ainsi que Guillaume Khaled qui est notre directeur commercial France des solutions, d'information. Alors je vous invite également à poser vos questions par le biais du chat qui se trouve, en bas à droite de votre écran. Alors Lucas, je t'en prie, je te passe la main. Bonjour à tous, merci Giuseppe pour cette introduction. Merci à tous d'être présents à ce webinaire axé sur le transport, et plus précisément sur le transport de marchandises. Alors en préambule, je tenais tout de même à préciser que je ne suis pas un économiste, mais un arbitre. Donc je suis ici pour exposer notre expertise d'un point de vue métier, donc expertise que nous créons notamment au contact de nos clients. Alors, comme l'a dit Giuseppe, nous allons explorer différentes thématiques. Dans un premier temps, je vous propose de faire un point macroéconomique et de dresser un panorama du secteur. Nous verrons ensuite les mutations de ce secteur avec les risques et contraintes associés. Puis nous évoquerons l'expertise COFAS afin d'appréhender au mieux les risques. Pour introduire ce webinaire, je vais prendre l'exemple de CMA CGM, l'armateur franco-libanais, qui a su s'adapter au sein de sa chaîne de valeur. Fin 2009, l'armateur présente un bilan dégradé avec un chiffre d'affaires en baisse de 30%, une perte nette de plus d'1,4 milliard de dollars et une trésorerie exsangue. Il ressort ainsi fragilisé de la crise de 2008 qui a entraîné une diminution du commerce mondial. En 2022, en revanche, le groupe engrange près de 25 milliards de bénéfices, soit plus que toutes les autres entreprises du CAC. Alors, si l'explication est principalement conjoncturelle, avec une reprise économique mondiale en sortie de Covid, couplée à une hausse conséquente du prix du fret maritime, CMA-CGM a su se réinventer au sein d'un environnement changeant. On a en effet observé une consolidation au sein des armateurs, puis une diversification vers d'autres moyens de transport, comme par exemple le transport routier de marchandises. Depuis la crise du Covid et le poids de plus en plus important de la Chine dans le commerce mondial, le transport devient une composante stratégique pour les entreprises. Il est notamment important pour elles de sécuriser les acheminements et d'en raccourcir au maximum les délais dans un monde à la géopolitique complexe et changeante. Les entreprises doivent également prendre en compte la dimension environnementale et la transition écologique en cours. Alors, avant de parler du secteur du transport de marchandises, faisons un rapide point sur la situation macroéconomique. Le secteur du transport est en effet fortement corrélé à la demande mondiale. Il est donc important d'observer la croissance mondiale pour avoir une tendance sur le secteur. La croissance mondiale prévue pour 2024 poursuit son ralentissement à 2,4%, mais avec des disparités. Alors là où les économies européennes n'atteignent pas 1% de croissance, la Chine et l'Inde font respectivement 4,3 et 5,5%. Alors à noter tout de même que la croissance est cependant plus forte qu'attendue initialement. On s'attendait à pire, notamment au Royaume-Uni. Et on note même un léger rebond et la résilience de certains pays comme les États-Unis ou encore l'Inde. Alors faisons désormais un point sur l'inflation. En sortie de Covid, il y a eu une forte reprise de l'activité mondiale et une demande plus importante que l'offre, ce qui a mené à de l'inflation. Ce phénomène a été accentué par la guerre en Ukraine et la politique de sanctions qui en a découlé. Alors nous avons bien vu cette hausse des prix chez Coface et nous avons su accompagner ce cycle aussi avec nos encours qui ont pris environ plus 50% depuis 2019. Alors les banques centrales ont alors fortement relevé leur taux directeur. Depuis, l'inflation a fortement baissé, mais reste quand même relativement importante, et elle est désormais portée par les services. Alors là, sur le graphique à droite, on observe une tendance légèrement baissière des taux d'intérêt des prêts aux entreprises. Donc nous sommes peut-être à un moment pivot des politiques monétaires, et il faudra suivre les prochaines décisions des banques centrales, tout comme les élections politiques aux États-Unis et en Europe. Alors il reste quand même cependant très peu probable que le niveau d'inflation repasse sous la barre des 0%. Nous risquons plutôt de revenir à un cycle économique plus normal autour des 2-3%. C'était le précédent cycle qui était un peu exceptionnel. Alors, en parallèle de l'inflation, on a observé des perturbations dans les approvisionnements des chaînes de valeur suite à des problèmes logistiques mondiaux.
Donc, guerre en Ukraine, pénurie de composants, la hausse du prix de l'énergie, du pétrole. Alors, les rebelles outils ont bien saisi cette dimension stratégique du transport mondial et notamment de l'importance des flux Asie-Europe. Ils ont ainsi, si je puis dire, pris en otage le canal de Suez pour perturber les flux maritimes. Là, on observe sur le graphique une inversion du nombre de navires transitant par le canal de Suez, en forte diminution, avec celui de ceux transitant par le cap de Bonne-Espérance. Cela provoque à nouveau un rallongement des délais d'approvisionnement et une hausse des coûts. Cela pose donc la question de la relocalisation de certaines composantes des chaînes de valeur pour sécuriser les acheminements et réduire au maximum les coûts. Une fois de plus, cela met en exergue la dimension stratégique de la logistique et du transport pour les entreprises. Par exemple, Israël, qui est un des leaders dans les génériques, les médicaments génériques, avec le groupe Teva. Donc, il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement potentiels en cas de conflit majeur ou prolongé dans la zone. Alors, parlons désormais un peu du transport mondial et notamment maritime, puisque le transport maritime représente 90% du volume du commerce international, et c'est donc le principal moyen de transport de marchandises à l'échelle mondiale. Le routier, lui, dépend plutôt du domestique et du frontalier, donc reste sur un territoire géographique plus restreint. Le ferroviaire reste marginal et principalement concentré en Asie. Et l'aérien, enfin, est indissociable du transport de passagers et reste également marginal. Donc ce qu'on observe, c'est que sans surprise, les principales routes maritimes, elles partent d'Asie du Sud-Est. Elles sont à destination de l'Amérique du Nord, donc c'est 14% du volume mondial, et de l'Europe, 11%. Donc là, on parle bien des flux uniquement Asie vers Amérique du Nord et Asie vers Europe. Et non pas le contraire. Le cas contraire, il faudrait augmenter un peu plus, on passerait à 17% pour l'Amérique du Nord et 14% pour l'Europe. Alors, on vous a listé un peu les principaux armateurs, donc en nombre de VP cumulé, donc d'équivalent 20 pieds, donc à savoir en nombre de conteneurs. Équivalent 20 pieds, c'est un conteneur. Donc, on a MSC, on a Danois Maersk, le franco-libanais CMA CGM dont on a déjà parlé, le chinois China Ocean Shipping Company, et en 5e position, on a l'allemand Hapag-Lloyd AG. Alors, faisons désormais un focus sur le transport routier en France. Fin 2023, il représentait un peu plus de 50 milliards de chiffre d'affaires pour les entreprises qui opèrent en France et 400 000 emplois. Donc là, on parle bien de chiffre d'affaires. Alors, cependant, on a mis sur le graphique que la France était 3e ou 4e acteur européen en fonction de 2 points de vue. Donc, la France est le 3e acteur européen du transport de marchandises d'un point de vue territorialité, derrière l'Allemagne et l'Espagne. C'est-à-dire, en fait, par le volume des marchandises qui circulent ou qui transitent par la France. Donc là, c'est du volume de marchandises sur le territoire français. En revanche, la France est le 4e acteur européen du transport routier de marchandises si on considère la nationalité des transporteurs, des entreprises de transport. Derrière, cette fois-ci, la Pologne qui se classe en première position, puis l'Allemagne et l'Espagne. Dans les deux cas, le transport routier de marchandises français représente une part importante du transport routier de marchandises européen. Alors sur le territoire français, sur les 8 premiers transporteurs, 7 sont français. Par exemple, on a le groupe Steph, Geodis ou le groupe Charles-André pour en citer quelques-uns. Mais on notera que le premier groupe, premier acteur en France, donc c'est le groupe américain XPO Logistique. Quand on parle de ce classement, on se base sur le chiffre d'affaires des filiales françaises du groupe. On remarque enfin donc sur le camembert, le graphique que vous pouvez voir, que le transport routier est prépondérant en France et représente 87% du transport terrestre domestique. Alors maintenant, pour appréhender au mieux les problématiques associées au transport, il est primordial de s'intéresser aux produits transportés. Le transport n'est pas homogène, il s'intègre dans une chaîne de valeur spécifique avec des donneurs d'ordre qui ont des problématiques différentes, comme l'aéronautique, l'automobile, la construction. Donc là, vous voyez sur le graphique les tendances des secteurs tels qu'estimés par nos économistes. Donc on remarque que le secteur agroalimentaire reste résilient. Or, il représente environ 30% des produits transportés par camion en France. D'un autre côté, les produits liés à la construction, donc on peut parler du ciment ou du verre, représentent environ 10% des marchandises et sont plutôt sur une tendance baissière. Le BTP, la construction en tout cas, est sur une tendance plutôt baissière. Alors, il faut toujours mettre en perspective la répartition du transport par catégorie de produits.
avec les prévisions sectorielles. Donc d'un point de vue plus général, là, vous trouverez également une enquête d'opinion de l'INSEE, des acteurs du transport sur l'évolution des prix, de la demande et de l'activité. Donc c'est une enquête d'opinion. Si les avis sont en légère amélioration, il n'en demeure pas moins qu'une majorité des acteurs du secteur continuent d'être pessimistes sur ces sujets. Alors, nous venons de dresser un panorama du transport de marchandises. Attardons-nous désormais sur les mutations du secteur qui peuvent offrir des opportunités aux acteurs. Alors, on observe tout d'abord une volonté de certains pure players de tenter de devenir des global players. C'est notamment, encore une fois, de CMA-CGM que nous évoquions tout à l'heure. Après avoir eu une logique de concentration pour devenir un pure player mondial grâce à différentes acquisitions, aux États-Unis, au Maroc, à Taïwan ou autres, l'armateur souhaite désormais devenir un global player en se diversifiant et ainsi maîtriser toute la chaîne du transport. Le groupe développe depuis quelques années déjà son pôle logistique. En 2019, le groupe crée son pôle logistique en rachetant Seva Logistique, puis intègre en 2022 Jeffco, le leader du transport routier de véhicules neufs. Alors pour l'histoire, Jeffco avait été créé par Peugeot en 1949 et puis racheté à 75% par l'État russe en 2012, donc via la Compagnie des chemins de fer russes. PSA conservant 25% du capital. Jeffco avait alors un accord d'exclusivité pour la distribution et la logistique des véhicules PSA. Alors désormais, Jeffco prend en charge les chaînes d'approvisionnement des groupes automobiles, mais également le transport multimodal, le stockage des véhicules et leur distribution. En 2023, le groupe rachète les activités de transport routier et de logistique de Bolloré pour 5 milliards d'euros, ce qui va permettre au pôle logistique de CMA-CGM de représenter désormais environ 45% de son chiffre d'affaires, activités qui vont être intégrées à la filiale Seva Logistique. En parallèle, l'armateur développe un pôle de transport aérien en achetant en 2022 4 Airbus et 4 Boeing, et il va prendre également une participation de 9% dans Air France KLM. Donc là, on observe bien une volonté de CMA-CGM de s'approprier les différents modes de transport, alors tout en restant concentré bien sûr sur les flux Asie-Europe. D'un autre côté, on observe une volonté de certains pure players de s'étendre au niveau mondial. Alors prenons l'exemple de Geodis, qui appartient à la SNCF. Alors, il s'agit d'un transporteur routier et ferroviaire qui s'est fortement internationalisé et qui est désormais présent dans 170 pays sur son cœur de métier. Alors, Geodis réussit également à maîtriser les flux logistiques en se développant sur l'aérien et le maritime. Il va continuer de se développer en nouant des partenariats avec différents acteurs. Ainsi, Geodis n'est propriétaire que des conteneurs uniquement pour caricaturer, mais est capable de proposer à ses clients des solutions clés en main qui utilisent tous les moyens de transport. Donc le client va acheter un conteneur et charge à Geodis par la suite de l'acheminer à l'autre bout du monde en utilisant différents moyens de transport. Donc on est vraiment dans une solution clé en main pour l'utilisateur. Et ça, c'est rendu possible par la taille de Geodis et l'internationalisation qu'il a pu faire. Donc il devient vital pour les pure players d'atteindre une taille suffisante pour répondre aux attentes de leurs clients. Ce que Geodis a parfaitement réussi à faire en maîtrisant l'intégralité de la chaîne logistique du transport. Donc nous avons affaire à deux stratégies différentes entre les pure players d'un côté qui s'étendent et les global players de l'autre qui diversifient leurs activités. Enfin, nous avons affaire à une troisième catégorie qu'on pourrait appeler les nouveaux entrants. Donc ce sont les multinationales qui portent un intérêt croissant au transport. Prenons par exemple le constructeur chinois de voitures électriques BYD. Donc BYD possède désormais sa propre flotte de navires pour transporter ses voitures et les acheminer partout dans le monde. Le premier navire d'une capacité d'environ 7000 voitures a été affrété en janvier 2024 et est à destination de l'Europe. Le constructeur vise une flotte de 7 navires d'ici 2 ans. Alors, il s'agit d'un véritable avantage concurrentiel par rapport aux autres constructeurs, car BYD sera moins impacté par les perturbations du transport. BYD a une volonté d'exporter en Europe. Sa croissance pourrait être freinée, par exemple, par la pénurie des bateaux rouliers, dont beaucoup ne sont plus utilisés car trop vieux. Donc les capacités étant insuffisantes, le constructeur a investi. Il va être important pour les entreprises européennes donc de ne pas se faire distancer sur la question de l'intégration du transport au sein de leurs activités. Nous venons donc de voir différentes stratégies d'évolution pour les acteurs du transport, mais il existe une problématique commune à tous les acteurs, alors qu'ils soient pure player, global player ou nouveaux entrants.
c'est la problématique des coûts. Alors, nous l'avons vu en préambule, la croissance mondiale est en baisse et l'inflation est encore présente, ce qui vient fortement pénaliser les marges. À ces deux phénomènes se rajoute la problématique de la pénurie de main-d'œuvre qui touche tout particulièrement le transport routier. Donc là, vous pouvez voir sur cette carte de l'IRU, donc l'Union internationale des transporteurs routiers, euh, qu'il y a une forte pénurie dans quasiment tous les pays européens, hein. Donc cette pénurie a fait bondir les coûts salariaux, car les entreprises ont du mal à recruter. Donc d'après cette étude, on compte en France environ 22 000 postes vacants dans le transport routier de marchandises et 230 000 en Europe. En plus de ça, la moyenne d'âge des chauffeurs est proche de 50 ans, toujours selon l'IRU, et la problématique des retraites et du renouvellement des postes va se poser. Alors à cette problématique de pénurie de main-d'œuvre viennent se rajouter les questions de renouvellement des flottes. Si l'âge moyen de flotte de camions en France est plutôt jeune, il n'en reste pas moins qu'il reste la problématique de transition énergétique vers des véhicules toujours moins émetteurs de CO2. Et ce, en dépit d'une augmentation des coûts du crédit. Alors au niveau européen, le transport routier de marchandises est en effet très tourné vers le thermique, hein. Plus de 90% de véhicules sont du thermique. Donc pour ce secteur, les enjeux sont colossaux au regard de l'importance des émissions de CO2. L'Union européenne a d'ailleurs fixé un seuil de moins 30% d'émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2019. Donc cela va poser la problématique du financement, tout en gardant à l'esprit qu'un véhicule électrique coûte plus cher qu'un véhicule thermique. Donc nous avons vu les problématiques et mutations en cours sur le secteur, et on a remarqué que le secteur du transport ne suit pas un long fleuve tranquille. En effet, les coûts augmentent, la demande baisse, cela entraîne une dégradation des niveaux de trésorerie. Alors comme vous pouvez le voir sur le graphique, les niveaux n'ont jamais été aussi bas que depuis la sortie de crise de 2008 et ses conséquences, hein, ses conséquences après jusqu'en 2012. Si bien évidemment on met de côté la situation exceptionnelle qui a été la crise du Covid. Alors ces faibles niveaux de cash entraînent une hausse des défaillances des entreprises en Europe. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique, les principales économies européennes ont désormais dépassé leur niveau de 2019. Alors si le Royaume-Uni avait vu son niveau de défaillance augmenter très tôt et très vite, notamment lié avec les conséquences du Brexit et l'inflation plus précoce que dans le reste de l'Europe, désormais, on remarque là que la France l'a rattrapé. Alors si on zoome sur les défaillances liées au transport routier de fret en France, on observe qu'elles ont très fortement augmenté sur les 3 premiers mois de 2024. Alors on remarque que sur le graphique de droite, les niveaux de défaillance ont désormais atteint les niveaux de 2008. Donc on est vraiment sur une hausse avérée des défaillances sur ce secteur. Une fois ce constat posé, à savoir la hausse des défaillances, nous proposons des solutions, hein, pour appréhender au mieux les risques chez Coface. Alors, on va effectuer systématiquement ce qu'on appelle une analyse en auto-noir, c'est-à-dire en partant des risques macroéconomiques pour arriver aux risques micro. Donc, pour anticiper au maximum ces risques macroéconomiques, on a une équipe d'économistes dont les travaux nous aident énormément, hein. Donc, ils réalisent une évaluation du risque pays qui va de A à E, donc c'est la carte du monde que vous pouvez voir avec les notations des pays. Donc c'est une notation qui tient compte de la situation géopolitique, mais pas que, hein, aussi économique et sociale de chaque pays. La prise en compte de la géopolitique est quand même primordiale, hein, et d'autant plus dans le secteur du transport. On a vu que la guerre au Yémen avec les Houthis impacte considérablement le fret maritime et augmente les délais d'acheminement. Donc les conflits se multiplient, en tout cas sont amenés à se multiplier, et les routes commerciales vont être amenées à être profondément transformées. Nos économistes dressent également des évaluations sectorielles et mettent en avant des tendances avec les risques associés au secteur. Donc nous, à l'arbitrage, ces informations sont primordiales à une analyse de risque approfondie et nous les utilisons quotidiennement. Et ensuite, nous nous intéressons à des éléments plus micro et intrinsèques aux entreprises, comme les éléments financiers, les niveaux de cash, les expériences de paiement. Alors maintenant, je vais laisser la main à Guillaume, qui va pouvoir vous évoquer des cas plus concrets, vous montrer quels sont les outils qui peuvent vous aider à monitorer au mieux les risques et plus rentrer dans le vif du sujet de ces outils. Guillaume, je te laisse la main. Guillaume. Merci Lucas et bonjour à tous. Alors en effet, dans un monde du transport qui subit, comme vous l'avez vu, de profondes transformations et où les acteurs sont mis à rude épreuve,
avoir l'information la plus pertinente possible est clairement un outil clé pour prendre les meilleures décisions de gestion du risque. Alors, Coface, en tant que leader de l'assurance crédit, a développé la solution Business Information Obat 360 qui permet d'accéder à la finesse et la richesse des données que nous utilisons, nous, au quotidien, pour évaluer les créances que nous garantissons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous pouvez voir sur ce schéma, c'est que là où j'ai envie de dire des providers de données traditionnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer le maximum d'informations publiques, notamment sur les données financières, sur les données identitaires des entreprises, sur lesquelles vont appliquer des algorithmes pour pouvoir donner une note de gestion du risque et d'autres informations. Alors, nous, on fait tout ça, mais on va rajouter toutes les briques en fait, d'informations qu'on récupère en tant qu'assureur crédit. Qu'est-ce que ça va dire? On va récupérer des analyses macroéconomiques. Comme vous l'a présenté Lucas, on fait des analyses sur chaque pays de manière assez détaillée, très précise. On va aussi faire des analyses macroéconomiques qui vont être sur le secteur d'activité des sociétés. On va rajouter aussi là-dessus tout ce qui est incident de paiement. En tant qu'assureur crédit, on récupère auprès de nos assurés toutes les sociétés qui ont des déclarations de sinistre, donc en gros toutes les problématiques de paiement qu'il peut y avoir auprès de sociétés. Donc ça va être un indicateur immédiat sur le comportement d'une société à payer ses factures. On va aussi récupérer tout ce qui est la base de liens capitalistiques, donc les relations qu'il peut y avoir entre une maison mère et sa filiale. Quelles sont-elles? Est-ce que la filiale est complètement indépendante? Est-ce qu'elle est sous perfusion de la maison mère? Tout ce genre d'informations qui peut être aussi extrêmement intéressante pour avoir une évaluation précise sur une société. On va rajouter que l'analyse des experts. Donc, vous avez Lucas qui est là justement, qui vous montre un petit peu quelles sont la qualité de nos experts. Toutes ces informations-là sont prises en compte et sont enrichies dans le cadre de nos évaluations. Et enfin, on va récupérer des informations qu'on va collecter un peu partout dans le monde, parce qu'on est présent dans plus de 200 pays, sur des sociétés pour récupérer des informations type confidentielles, des derniers bilans financiers ou des business plans, parce que concrètement parlant, si on doit garantir une créance auprès vis-à-vis d'une société et que nous n'allons pas nous contenter de l'information publique, donc on va récupérer auprès de cette société en l'appelant pour avoir ces derniers bilans, ces business plans. Et si cette société généralement ont tendance à nous donner ces informations-là, mais si elles ne nous les donnent pas, c'est aussi un signal, on va dire, assez fort sur l'évaluation du risque qu'on peut avoir derrière. Donc, toutes ces informations-là, on les récupère et la solution Business Information Urba 360 permet d'y accéder de manière très simple. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un cas concret, parce que c'est tout de suite plus imagé, entre guillemets, quand on se rend compte exactement de quoi on parle. Donc, je vais partager ma vidéo. Est-ce que vous pouvez me confirmer, du CP, que tu la vois? Oui, on voit très bien ta vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une solution digitale en SaaS. Donc, vous accédez via une URL. Là, vous pouvez donc prendre la société. Là, j'ai pris un transporteur routier, le transporteur du Puy en France. Vous pouvez le chercher. Vous pouvez mettre une référence sur ce transporteur pour dire justement, lui donner un tag particulier. Et vous commandez donc la mise à jour Urba, c'est-à-dire la solution de gestion du risque sur cette société. Important que vous ayez en tête que là, c'est une solution digitale, mais on peut aussi intégrer toutes les informations Urba qu'on va récupérer via des API, donc dans des systèmes d'information internes, type SAP, pour des sociétés qui peuvent être équipées de ce type de système. On peut aussi choisir les langues, que ce soit la langue française, donc là, je l'ai mis en français, mais on peut choisir aussi anglais et d'autres langues étrangères. Et l'idée, quand on a créé cet outil, c'est d'avoir en un seul coup d'œil une évaluation des risques assez précise sur une société. Donc, vous voyez qu'on a un risque secteur, score, des opinions, finances, indices de paiement qui vont dire les sinistres et un avis sur le pays. Donc, on a un code couleur qui permet de le voir assez facilement et on a une synthèse sur les différents éléments qui sont liés à ces pétales. Quand on accède sur les pétales, vous allez avoir des informations plus précises. Donc là, si je me mets sur l'indice de paiement, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça nous permet de savoir quels sont les sinistres qui sont déclarés sur cette société, donc de la part de nos assurés. Là, on peut voir dans ce cas-là qu'il y a un indice à surveiller. Donc ça veut dire que concrètement parlant, il y a eu un certain niveau de difficulté de la part de cette société, donc les transports du puits, pour payer les factures qu'elle pouvait avoir. Donc c'est un indice qui va être donné et qui va permettre d'avoir un comportement instantané sur la société. Si je me concentre sur d'autres éléments, ça va être l'avis de crédit. Donc l'avis de crédit, c'est quoi? C'est les encours. Donc nous, ce que Coface, on va recommander comme encours qu'on pourrait avoir vis-à-vis de cette société. Là, j'ai pris un cas particulier, c'est transports du puits qui sont en liquidation.
Mais donc c'est normal qu'on ait 0 de recommandation en termes d'encours, mais bien sûr, plus l'évaluation du risque qu'on va faire et plus le score est bon, plus cet avis de crédit sera de meilleure qualité. Donc là, vous voyez aussi les informations qu'on a récoltées. Donc là, on voit qu'elle est en liquidation. Le score, c'est la quintessence de notre analyse du risque. Donc, ça concrétise toutes les données qu'on peut collecter et ça vous donne un score de risque assez précis sur quelle est la situation financière de cette société. Là aussi, vous avez un code couleur et vous avez entre 0 et 10, c'est comme un peu à l'école, plus on est proche de 0, plus la société va mal, plus on est proche de 10, plus le risque est limité. Donc, on a une évaluation des risques qui est faite en fonction de ce score. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'on a l'évaluation du score sur cette société. Donc, vous avez l'historique sur les différentes années. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que cette société, elle est en liquidation depuis mars 2024. On avait l'information un an avant et même des signes avant-coureurs qui vont jusqu'à fin 2022. Donc, ça vous montre aussi la richesse de la réactivité, l'historique et la fiabilité des informations qu'on peut avoir vis-à-vis de la gestion du risque dans notre score pour une société. Si je regarde donc on va avoir aussi une analyse du secteur, on va avoir aussi les ratios financiers. Donc les ratios financiers, on va aussi comparer par rapport aux tiers, donc les sociétés du secteur, comment elles se situent. Donc vous avez un code couleur qui vous permet de savoir si elle est plutôt dans une bonne proportion ou si elle est plutôt à la traîne. On peut aussi avoir de manière détaillée les différentes informations financières qui concernent cette société et les exporter sous un format fichier Excel. Donc là, pareil, pour une intégration, pour regarder de manière plus précise, c'est assez facile. On a le risque du pays. Donc là, on est en France, on est sur une société qui est dans un pays où le risque est relativement limité, mais vous voyez, vous avez aussi l'historique sur la gestion du risque du pays. Et vous avez aussi donc l'évaluation du risque d'un secteur. Ce qui est important, c'est que c'est l'évaluation du risque d'un secteur dans le pays, avec l'historique, et dans la région. Donc là aussi, c'est spécifique, j'ai envie de dire, à où est-ce que se situe la société. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez, sur Urba, donc vous avez une vision instantanée. Donc, vous pouvez avoir une vision instantanée et recommander une nouvelle vision quand vous le décidez. Vous pouvez aussi choisir de le suivre, d'avoir une surveillance sur la société. Donc, concrètement parlant, vous prenez cette évaluation du risque que vous voyez avec la roue et vous décidez de la surveiller sur les 12 prochains mois. Vous pouvez extraire aussi un fichier détaillé, donc un rapport qui va vous donner des informations beaucoup plus précises, enfin la totalité en tout cas des informations que vous pouvez avoir, en plus de cette vue détaillée sur Urba. Alors, voilà un peu pour vous montrer de manière concrète comment ça marche. Quels sont les use cases où on pourrait utiliser cette solution? LCP, je te laisse reprendre la main peut-être pour présenter les slides sur les use cases. Est-ce que tu vois bien mon écran? Il faut que tu me relaisses la main, je pense. Alors, attends. Voilà, normalement, c'est bon. Très bien. Donc, quels sont les différents use cases qu'on peut avoir concernant Urba? Il y a un premier use case qui est la prospection. Concrètement parlant, là, je vous donne un exemple d'un industriel français qui utilise notre solution. Il s'est posé la question, cet industriel, voilà, j'ai besoin de me développer à l'international, mais je ne suis pas encore très clair sur où, comment et quelle serait la méthode pour le faire. Donc, ils sont venus nous voir pour nous demander déjà une évaluation du risque pays et secteur sur une liste de pays dédiés. Là, grâce aux informations qui sont faites par nos arbitres, nous sommes capables de donner de manière très précise le risque qu'il peut y avoir et quelles sont les opportunités derrière pour cet industriel. Une fois que le pays a été choisi, ils nous ont demandé, cet industriel, de pouvoir les aider pour fournir des fichiers, des listes de sociétés qui seraient fiables, avec qui ils pourraient se développer. Ce qu'on a pu là aussi fournir en donnant en donnant un score qui était bon et qui était fiable sur ces clients. Et quand ils ont eu ces clients-là, ils ont demandé enfin de pouvoir les suivre. Donc, c'est-à-dire de pouvoir voir quelles sont les conditions de paiement qu'ils peuvent leur donner. Et là, donc ces clients ont été mis sous liste de surveillance. Et comme vous pouvez le voir, dans ce cas précis de prospection, on va du début, ce qui est de la qualification du pays, des leads, jusqu'à la surveillance des clients qui ont été signés. Le deuxième cas qu'on va avoir de use case, il va plutôt être sur la revue du portfolio client. Donc, ce qu'on appelle du credit management. Donc là, l'idée,
elle est aussi assez simple, c'est de pouvoir piloter les conditions de paiement qu'on va pouvoir donner à nos clients. Euh, Là, je vous donne un exemple d'un énergéticien français qui utilise aussi nos solutions. Typiquement, cet énergéticien français avait eu un sinistre de plusieurs centaines de milliers d'euros avec avec un de ses clients. Quand on a présenté les solutions qu'on avait, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez sur la présentation Urba, l'historique du score qu'on avait, il s'avère que la société avait fait faillite en août et que nous, on avait dégradé très fortement le score et donc sonné la sonnette d'alarme dès janvier. Donc concrètement parlant, ça veut dire que si là où cet énergéticien français avait eu l'information juste 3 semaines avant et où il y a eu un sinistre assez important, il aurait eu avec nous l'information donc 9 mois avant, ce qui lui aurait permis de réduire très fortement son exposition avec ce client. Donc typiquement, c'est dans ce genre de cas où avoir l'information d'un assureur crédit est très intéressant pour limiter les sinistres. Le troisième cas qu'on utilise et qui est un cas qui est apparu en fait avec le Covid. Donc avec le Covid, on a pu voir notamment ce que voulait dire la rupture de la supply chain, avec notamment des fournisseurs qui n'ont plus été capables de pouvoir livrer certaines pièces, qui étaient importantes pour l'outil industriel ou pour la société pour produire ses propres produits. Là, par exemple, j'ai un autre cas, c'est un de nos clients qui est un industriel spécialisé, français spécialisé dans le militaire, qui utilise notre solution pour piloter ses fournisseurs, certes ses gros fournisseurs, mais aussi des fournisseurs qui sont relativement petits, mais très spécialisés. Typiquement, qui ont des pièces de boulon, qui produisent un boulon qui est très spécifique, qui sont les seuls à produire, mais qui est clé pour pouvoir réaliser des produits militaires qui sont très spécifiques. Et ils ont besoin d'avoir une information très précise pour, si jamais il y a une problématique de défaillance sur ce fournisseur, pouvoir réagir de manière très rapide, soit en proposant une solution de financement, soit éventuellement en les rachetant. Donc là aussi, c'est des cas très concrets sur lesquels avoir une information fiable, importante, enfin réactive et qui permet d'anticiper le risque de la meilleure des façons prend tout son sens. Alors, en conclusion, euh, comme vous l'avez compris, le monde du transport subit de profondes mutations, que ce soit dans leur modèle plus payeur versus global player, sur l'arrivée de nouveaux entrants et sur la gestion de l'augmentation des coûts. Pour y faire face, il est clé de pouvoir appréhender au mieux les risques et d'anticiper les potentielles défaillances. Donc, la solution business information de Coface est idéale pour le faire car elle permet d'accéder à la finesse et à la richesse des données d'un assureur crédit et peut être utilisée sur plusieurs use cases, allant de la prospection à la surveillance de son portfolio client ou fournisseur. Alors, je vois qu'il nous reste un peu de temps. Est-ce que vous auriez des questions? Écoutez, ouais, merci Guillaume et Lucas pour ces éléments, cette présentation. Alors j'ai déjà une première question. Enfin, j'en ai deux. J'en ai une pour Guillaume dans un premier temps et une seconde ensuite pour Lucas. Alors pour Guillaume, donc par rapport à Urba, on, on aimerait savoir si Urba peut être intégré dans un système d'information interne type SAP. Alors, tout à fait. On peut intégrer. Donc là, vous avez vu la solution qui est la solution digitale en SaaS. Donc, vous avez une information. Il suffit de taper une URL pour accéder à la plateforme. Euh, Dans le cadre de grosses sociétés qui ont leur propre système d'information, ce qui nous est souvent demandé, c'est comment on peut intégrer toutes les informations que nous on a dans leur système. Et oui, on sait le faire. Alors, on passe par un process d'API, donc qui est de développement relativement simple, mais d'API pour récupérer notre information, pour qu'ils s'intègrent dans leur système. On a signé aussi en place des connecteurs, donc des connecteurs dédiés, typiquement avec SAP, HANA, où là, l'information est encore plus facilement transmissible vers un système en interne. Donc oui, tout à fait, c'est tout à fait possible, et c'est ce que nous utilisons de manière assez régulière. Merci pour ces précisions. Alors, Lucas, donc tu as évoqué quelques éléments au niveau de l'écologie et les attentes de l'Union européenne. On aimerait savoir du coup comment se matérialise la transition écologique au niveau du transport. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, c'est-à-dire quels sont les moyens. Et ben là, il y a plusieurs cas. Il y a ce qui peut venir instinctivement, c'est-à-dire le passage à l'électrique, des camions électriques par exemple. On sait qu'on a un groupe là qui a annoncé dans la presse savoir acheter des camions électriques, une quarantaine. Et il y a tout ce qui va également les camions au gaz naturel. Alors ça émet encore des émissions, bien sûr, mais disons que c'est censé être moins polluant.
On peut avoir également des innovations sur les camions à hydrogène. Alors, ils sont quand même beaucoup plus chers que leurs homologues électriques, sont encore au stade de l'innovation, sont plus en plus pour des véhicules utilitaires et de transport en commun qui sont ciblés, pour le moment. Et par contre, ce qui est à noter, c'est qu'on a aussi des différentes innovations qui peuvent être un peu plus surprenantes au premier abord. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup tout ce qui est ballon dirigeable. J'ai l'exemple d'une startup, le Flying Whales. C'est une startup qui veut réexploiter un peu les ballons dirigeables à l'hélium, donc qui noue des partenariats avec des gros industriels français, Thales, Safran, Air Liquide par exemple. Également de manière un peu plus surprenante, on a tout ce qui va être les cargos à voile. Alors là, on a beaucoup d'acteurs, vraiment beaucoup, beaucoup d'acteurs qui se lancent dans des projets pour, refaire naître un peu la voile dans le transport. On a l'exemple là du bateau français, le Canopé, qui va transporter la fusée Ariane 6 vers la Guyane, ou un autre porte-conteneurs qui serait en mesure, de transporter 150 conteneurs, ce qui est encore qu'un projet. Et je sais également qu'il y a Michelin qui a lancé ou en tout cas qui développe une voile, gonflable et télescopique pour les navires. En fait, la voile, elle est accrochée au mât télescopique et au fur et à mesure que le mât monte, la voile se gonfle et se déploie. Donc, ce ne sont encore que des projets. Ah oui, et j'ai oublié aussi quand même parler des drones. Alors pareil, hein, ce sont que des projets, mais pour livrer le dernier kilomètre, je sais que la Poste en France, hein, opère déjà depuis 2016 la livraison par drone. Ils viennent d'ouvrir une troisième ligne commerciale là, très récemment. Mais alors, c'est vraiment que des secteurs très localisés sur des très courtes distances, bien sûr. Aux États-Unis, ils le font également avec Google, avec Amazon, des filiales de Google, des filiales d'Amazon. Alors l'avenir reste encore très incertain, hein, quand même, en raison principalement des régulations et des autorisations à obtenir pour le faire. Il y aura la question après de, comment on appelle ça, des goulets d'étranglement, enfin que l'encombrement du trafic aérien, et la question des coûts. Est-ce que ça devient rentable ou pas? À partir de quel moment, ça peut devenir une solution viable? Donc voilà, ça fait partie des solutions qui restent encore à explorer, des projets à creuser et à développer, tout simplement. Voilà ce que je pourrais dire pour. Très intéressant. J'ai une autre question. Alors, ce sera à nouveau pour Guillaume parce qu'elle concerne Urba. Donc, est-ce que l'utilisateur peut accéder à tous les bilans, ou du moins les documents financiers qui sont récoltés par Coface? Alors, tous les bilans financiers et documents qui sont publics, bien sûr, ça, ce sera accessible directement via la plateforme Urba. Maintenant, on récupère des informations qui sont confidentielles. Donc, comme j'expliquais, dans le cadre de notre activité d'assurance crédit, quand on va garantir une assurance, on va récupérer des informations complémentaires qui ne sont pas déjà publiées, notamment des bilans financiers, mais généralement, ça va être sous NDA, donc sous un sceau de confidentialité. Donc, ces données qu'on récupère de manière confidentielle, ben, elles sont confidentielles, donc on ne pourra pas les afficher sur bas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont partie intégrante de l'évaluation du risque qu'on va faire. Donc, la quintessence en fait, de ces informations sont visibles via le score, donc le score client, risque qu'on va donner. Donc, non, on ne pourra pas avoir les informations confidentielles, mais par contre, elles sont déjà intégrées dans la gestion du risque et le score qu'on va vous donner. Donc, en un sens, elles sont déjà dedans. Écoutez, merci pour ces éléments complémentaires. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question dans le chat? Là, pour l'instant, je n'en vois pas. Écoutez, il nous reste, on finit dans les temps, en fait, tout simplement. Donc, écoutez, merci pour votre, participation. Merci Guillaume, merci Lucas pour ces éléments. N'hésitez pas à nous recontacter, hein, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, notamment sur Urba 360. Nous sommes à votre disposition et si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, de ces échanges, n'hésitez pas également à nous les poser. On sera à votre disposition et on y répondra avec plaisir. Merci encore. Merci à vous. Merci, très bonne journée à tous. À tous.